Alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de la thérapie Simeox dans l'indication bronchectasie. Donc, on est vraiment content aujourd'hui d'avoir avec nous le docteur Jean-Yves Bayle, qui est donc pneumologue libéral à Lyon, qui a très gentiment accepté de bien vouloir présenter deux cas cliniques parmi sa patientèle de patients bronchectasie qui ont été traités par Simeox. Donc moi, je vais démarrer. Donc le 90% de ce webinaire sera sur ces cas cliniques. Je vais juste faire une courte introduction euh, avant d'adresser les cas cliniques. Donc encore une fois, merci beaucoup, Dr Bayle, d'avoir accepté de présenter ces deux cas qui sont extrêmement intéressants. Alors bon, vous avez un CV très impressionnant et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez une expérience très très vaste en milieu hospitalier et aussi dans le domaine libéral depuis 2007, ce qui vous donne vraiment une vision très globale de ces patients bronchectasie dont on va parler aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je pense, donc la technologie Simeox, le point de départ, c'est vraiment la rhéologie appliquée au vivant, appliquée au mucus bronchique. Et la problématique de départ, c'est comment, à partir du principe de rhéologie, on peut faciliter l'écoulement de ce mucus bronchique qui pose tant de problèmes pour les patients qui ont des problématiques pulmonaires obstructives. Et donc, Simeox va venir générer au cours de l'expiration du patient une succession de dépressions d'intensité croissante qui vont se diffuser dans l'arbre bronchique et qui vont venir fluidifier le mucus pour faciliter la mobilisation et le transport de ce mucus, notamment depuis les zones les plus distales du poumon. Une fois que ce mucus aura pu rejoindre les troncs centraux, à ce moment-là, le patient va venir expectorer de façon naturelle ce mucus pour pouvoir l'évacuer définitivement des poumons. Donc, avec cette technologie innovante, on propose une mobilisation et un drainage du mucus bronchique distal sans fatigue. Donc, la composante de la fatigue, comme vous le savez, est extrêmement importante, notamment pour le patient. Eh bien, écoutez, Dr Bayle, je vous laisse la parole. Hop. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercier FitAssist pour leur invitation. Alors, vous savez tous que lorsque le mucus s'accumule dans les voies aériennes, ceci va favoriser, en association avec l'inflammation bronchique chronique, la colonisation microbienne, le plus souvent bactérienne, elle peut être aussi fongique, et ceci va faire le lit aux exacerbations d'origine infectieuse qui vont être auto-aggravantes en favorisant le processus de développement des bronchectasies, car les bronchectasies ne sont pas des séquelles, et en favorisant une altération de la fonction, ainsi que par la recrudescence du syndrome bronchique, l'aggravation de la symptomatologie et la dégradation de la qualité de vie. On sait depuis très longtemps que les techniques de drainage, qu'elles soient manuelles ou qu'elles soient assistées via des instruments, est efficace pour permettre d'optimiser la rhéologie du mucus et donc faciliter l'expectoration et par cela favoriser justement l'amélioration de la qualité de vie avec le contrôle des symptômes, notamment celui de la toux, la pénibilité de la toux en particulier, et par le désencombrement, améliorer la fonction respiratoire. Pour ce qui concerne la prévention des exacerbations, il y a encore un certain nombre de choses à préciser, probablement que nous n'avons pas encore tout à fait su trouver le bon design méthodologique pour arriver à mettre en évidence ce genre de progrès. Alors, ce que je voudrais ici, c'est simplement vous présenter l'apport que peut représenter l'assistance à l'autodrainage, car il s'agit bien ici d'un autodrainage, puisque ceci a été fait en ambulatoire, à domicile, directement, via un visio-coaching,
ce qu'apporte l'assistance à l'autodrainage au moyen du recours à Simeox. Et ceci à travers deux observations, plus particulièrement à court terme, sur le plan symptomatique et sur le plan fonctionnel. Alors, on vient de vous parler de la théorie, simplement que ceci ne serait pas possible si le mucus n'était pas un fluide non newtonien. C'est une propriété particulière qu'ont les fluides non newtoniens d'être doués de thixotropie, c'est-à-dire que la viscosité du fluide varie avec la contrainte, contrairement à des fluides newtoniens comme par exemple l'eau. Et donc, il est très important de comprendre que lorsqu'on a ce type de fluide qui stagne, il va volontiers voir sa viscosité augmenter, ce qui peut aller jusqu'à l'infini quand il se solidifie, alors que si vous lui appliquez une contrainte mécanique, telle qu'un gradient de vitesse, eh bien, on va avoir une liquéfaction du mucus qui va s'agrandir grâce à une viscosité qui va diminuer. Donc, c'est ça la thixotropie et c'est ce qu'on utilise avec le principe Simeox. Alors, on sait par quelques études qui ont déjà été faites que cette technique permet d'améliorer la fonction respiratoire, la qualité de vie et de corriger les symptômes chez les patients bronchectasiques, notamment dans la mucoviscidose, et chez les patients également BPCO sécrétants. Et on a pu également montrer qu'il y avait une amélioration de la capacité fonctionnelle à l'exercice dans les bronchectasies. Et ceci est simplement la conséquence d'une expectoration facilitée, une élimination facilitée des sécrétions. Alors, la première observation, elle concerne un patient de 81 ans, de très bonne constitution, non tabagique, sans obésité, sportif, qui adore les sports de montagne, dans lequel on note comme antécédent une pleurésie de la base gauche il y a de nombreuses années, et il est également porteur d'une hernie hiatale. Il va développer un syndrome d'apnée du sommeil qui va être diagnostiqué en 2007, appareillé par pression positive. À ce moment-là, il va commencer à développer une rhinosinusite chronique qui est d'origine non allergique, dans laquelle on peut se poser la question du rôle de la pression positive, bien qu'il ne sache, il semble qu'il y ait d'autres facteurs chez lui qui ne sont pas encore étiquetés. Et il va développer parallèlement une bronchite chronique depuis la même époque. Personnellement, je fais sa connaissance en 2012 à l'occasion d'une exacerbation de son syndrome bronchique à partir d'une rhinosinusite aiguë. À l'époque, il a un bilan qui comporte un scanner thoracique qui ne montrera qu'un syndrome bronchique, qui ne visualisera pas à ce moment-là de dilatation des bronches. Son exploration fonctionnelle mécanique ventilatoire est normale et son endoscopie permet de retenir deux foyers de sécrétion, l'un au niveau ORL avec la mise en évidence d'une rhinorrhée postérieure qui est chronique chez lui et une trachéobronchite chronique qui est hypersécrétante pour ce qui est accessible en fibroscopie. Et on va suivre ce patient pour son syndrome d'apnée d'une part et par rapport à sa pathologie bronchique chronique. Et on va voir apparaître sur un contrôle du scanner thoracique en 2014, alors qu'il n'y a pas eu spécialement d'exacerbation, des dilatations des bronches cylindriques de lobe inférieur, plus particulièrement dans le lobe inférieur gauche. Suivante. Dès la mise en évidence de ces dilatations des bronches, on lui parle de kinésithérapie et on va prescrire une kinésithérapie en vue d'un apprentissage de l'autodrainage bronchique. Par ailleurs, de lui-même, il a pris l'habitude de faire des lavages de nez à la demande avec du soluté physiologique. On va le voir chaque année, environ une fois par an, chez un patient qui est stable, qui ne fait pas vraiment d'exacerbation. Et la dernière fois, on le voit sans recrudescence de ces symptômes, c'est en mai 2019, avec un état tout à fait stable, une auscultation chronique consistant essentiellement en des sous-crépitants de la base droite, en l'occurrence ce jour-là, et qui disparaissent à la toux du fait de la mobilisation des sécrétions, et une exploration fonctionnelle qui reste toujours normale, sans dégradation de sa spirométrie. En avril 2020, il va présenter une rhinosinusite aiguë, ce qui est quelque chose d'assez récurrent chez lui, mais qu'il stoppe toujours assez facilement par une antibiothérapie précoce basée généralement sur l'amoxicilline, augmentée ou non. Mais le même mois, il a aussi un traumatisme thoracique en chutant banalement de sa hauteur,
au niveau antérolatéral gauche, qui sera bénin, c'est-à-dire qui n'entraînera pas de syndrome fracturaire, mais qui va avoir un effet limitant sur l'efficacité de la toux parce que celle-ci génère de la douleur dans la zone traumatisée de façon transitoire. Je le revois de manière non présentielle dans le contexte pandémique qui est le nôtre en novembre 2020 par une téléconsultation où là, il présente manifestement non pas une exacerbation aiguë, mais une exacerbation qu'on peut considérer comme progressive depuis ce traumatisme, avec surtout une nette recrudescence du syndrome bronchique depuis le début de l'été. Recrudescence de la toux qui devient dure, nocturne, gênant son sommeil, une recrudescence de l'expectoration, mais dont l'aspect n'a pas changé, elle reste tantôt muqueuse, tantôt mucopurulente, et il se plaint d'être fatigué, d'être devenu essoufflé à l'effort de manière peu intense, mais ce qui est inhabituel pour lui. Et on retrouve toujours des signes ORL constants avec un inconfort ventilatoire nasal d'origine obstructive, une production de sécrétion au niveau ORL, et sans pouvoir mettre en évidence un interrogatoire de syndrome infectieux inaugural, il est apyrétique. Il fait des automesures d'oxymétrie qui montrent qu'il n'est pas insuffisant respiratoire au moment de ses plaintes. Nous n'avons pas bien sûr d'OFR disponible puisque nous sommes en téléconsultation. Dans le contexte pandémique, on va lui faire, comme ça dure depuis plusieurs mois, uniquement un sérodiagnostic Covid-19 qui s'avère négatif. Et on sait déjà qu'en ambulatoire, il a vu d'abord son médecin traitant, puis un confrère médecin ORL, qui vont maintenir les lavages de nez dont il a l'habitude, l'introduire un traitement corticoïde inhalé bronchodilatateur de longue durée d'action dès octobre 2020. Les motivations de cette prescription, on ne les connaît pas. Est-ce qu'il y avait une symptomatologie asthmatiforme à l'époque? C'est possible, ça n'est pas habituel chez lui. Et un traitement également corticoïde au niveau nasal. Il va rapporter qu'il a eu une évolution favorable, mais qu'il juge très partielle, car son syndrome bronchique reste tout à fait inchangé, avec une toux productive persistante, plus importante qu'à l'accoutumée. Sachant qu'il a une pathologie ORL sécrétante, j'ai donc décidé de lui faire un contrôle de son imagerie à deux niveaux. Vous avez ici le résultat du scanner des sinus en octobre 2020, qui montre qu'il a une indiscutable pachysinusite chronique maxillaire et ethmoïdale. En revanche, on ne voit pas de rétention de liquide, notamment au niveau maxillaire. En revanche, au niveau de l'examen tomodensitométrique thoracique, vous pouvez objectiver des bronchectasies avec épaississement des parois bronchiques dans les deux segments postérieurs des lobes inférieurs, avec plus développé à gauche, avec notamment des impactions mucoïdes assez distales du côté gauche. Alors à ce moment-là, il est décidé, toujours via une communication téléphonique, de renforcer sa kinésithérapie par autodrainage en lui proposant la mise à disposition de Simeox, ce qui va se faire avec la facilité logistique que nous a offert PhysioAssist. Et il ne va pas passer par la case kinésithérapeute, il connaît les techniques d'autodrainage, il va donc bénéficier d'un visio-coaching seul. Alors, je vous présente ici le courrier spontané électronique qu'il adresse à PhysioAssist et à moi-même à J13 du démarrage des séances par Simeox. Et je ne vais pas le relire entièrement, mais il est indiscutable qu'il rapporte un bénéfice très important sur son syndrome bronchique, puisque à J13, il ne tousse plus spontanément. Il n'a plus de production de sécrétion hormis lorsqu'il fait sa séance avec Simeox. Il est donc tout à fait satisfait après une prise en main qu'il considère peut-être un peu compliquée au début. Une fois qu'il a compris le principe d'utilisation, il trouve ça très facile à pratiquer. Alors, je le vois après, en consultation présentielle, après 3 semaines d'utilisation quotidienne du Simeox, donc début décembre. Là, je confirme qu'il a toujours une disparition de la toux,
puisqu'il ne va pas tousser même une seule fois à la consultation. Il rapporte un sommeil amélioré, puisqu'il n'a plus de toux nocturne. L'autodrainage le matin qu'il poursuit est très peu productif. Il n'a plus d'état dyspnéique et son auscultation ne retrouve que quelques roncus avec une disparition des râles sous-crépitants audibles que nous avions de manière chronique et que nous considérions correspondre à son examen de base, ce qui manifestement n'était pas le cas, puisqu'ils ne sont plus audibles désormais. Son exploration fonctionnelle reste toujours normale, sans modification. Donc là, docteur Bayle, je m'excuse de vous interrompre. Avant de passer au cas clinique numéro 2, je tiens juste à préciser pour l'auditoire que la prise en main du Simeox qu'on propose par visio-coaching se fait accompagnée d'un kinésithérapeute. Donc, il y a 4 séances qu'on propose. Une séance qui est faite par nous de présentation du matériel, de prise en main, de formation. Et après, on a 3 séances où le patient est par visio avec un kinésithérapeute expert de l'utilisation de Simeox et qui va venir l'aider à utiliser de façon optimale l'appareil. Voilà. Merci pour cette précision. Autant pour moi. Très importante. Lorsque je disais qu'il n'y avait pas eu d'intervention kinésithérapeute, je faisais simplement référence effectivement au fait qu'il n'y a pas physiquement à côté du patient un kinésithérapeute qui vient l'assister, mais c'est effectivement un visio-coaching qui est assisté par kinésithérapeute, bien entendu. Merci de la précision. Je vous en prie. Pour le deuxième cas clinique, alors c'est un peu différent, c'est une personne plus jeune, c'est une quarantenaire qui est elle aussi non tabagique, qui n'a pas de surpoids particulier et qui elle est connue comme ayant une dilatation des bronches cylindriques et kystiques depuis la période juste natale, sans rien vraiment connaître des circonstances d'apparition de cette bronchectasie. Elle a par ailleurs un asthme associé, qui est un asthme essentiellement non allergique à commande infectieuse. Cette dilatation des bronches est plurilobaire, bilatérale. Elle a eu un test à la sueur qui est négatif. Elle a eu également des recherches souvent, dans le cas de son asthme, de processus immunopathologiques anormaux en lien avec la présence d'aspergillus qui ont toujours été négatifs. Elle a fait une tuberculose à l'âge de 18 ans qui a été traitée dans le sud de la France par une thérapie classique et dont elle a guéri en fait sans séquelles. Elle a eu également une septoplastie endonasale dans le passé. Alors moi, je la connais depuis 2011 avec une toux, une bronchorrhée chronique et en EFR, un trouble ventilatoire obstructif fixe. Elle n'a pas d'insuffisance respiratoire à l'état de base. Le traitement médical qui est le sien dans une période toute récente, c'est un traitement qui vise à essayer de contrôler sa maladie asthmatique. Donc, vous reconnaîtrez facilement les principes pharmaceutiques qui sont ici nommés. Donc, elle a une double association corticoïde et bêta-2-mimétique de très longue durée d'action, plus un anticholinergique, et enfin en traitement de fond, et elle prend du salbutamol à la demande. Elle peut avoir également accès à une aérosolothérapie bronchodilatatrice en cas d'exacerbation de son syndrome bronchique par nébulisation pneumatique de terbutaline et d'ipratropium. Elle est également sous azithromycine 250 mg dans le cadre de sa bronchectasie et parce qu'elle exacerbe de manière plutôt récurrente. C'est une prescription que nous avons mis en place il y a déjà quelques années. La dose n'est pas très importante, puisque dans l'étude Embrace, on a, comme vous le savez, 500 mg 3 fois par semaine. Donc là, on est vraiment sur des doses assez minimes. C'est en fait ma pratique. J'essaye de trouver le dosage minimum efficace. Et en général, souvent, des petites doses sur des petits poids peuvent suffire à stabiliser les patients. C'est tout de moins l'expérience que j'ai dans ma pratique. Elle a tout à fait connaissance de la kinésithérapie de drainage bronchique par autodrainage qu'elle effectue, elle, de manière quotidienne. Alors, vous avez ici son suivi fonctionnel ventilatoire, fonctionnel respiratoire mécanique ventilatoire.
vous voyez qu'au cours du temps, alors en vert, vous avez la capacité pulmonaire totale, en orange, la capacité vitale, et en rouge, son volume expiré au maximum en 1 seconde. Et vous voyez que ça fluctue un petit peu dans le temps, avec notamment une période d'exacerbation un peu prolongée en 2015-2016, dont elle va pouvoir récupérer. Et à nouveau, depuis 2018, une dégradation avec une majoration progressive de son trouble obstructif. Alors, son histoire actuelle, elle commence en mai 2020 avec une exacerbation classique, aiguë, de son syndrome bronchique d'origine infectieuse, caractérisée par une recrudescence de la toux, une augmentation de la bronchorée en termes de volume, qui a toujours été purulente, et un recours très fréquent au salbutamol, du fait, bien sûr, d'une exacerbation de son asthme conjointement. Alors, les données de son examen clinique à ce moment-là ne sont pas connues, puisqu'elle a vu essentiellement son médecin traitant, et nous n'avons pas les résultats de son examen. Elle a eu un syndrome qui a concerné également son état général, avec un état fébrile, des courbatures et un amaigrissement de 10 kg, qui est quand même un petit peu préoccupant. Dans le contexte pandémique, elle a eu un test nasal RT-PCR pour Covid qui s'avère négatif. En fait, elle va avoir une évolution rapidement favorable grâce tout simplement à une cure d'azithromycine classique à visée antibiotique sur 5 jours, avec donc 6 comprimés de 250 mg sur 5 jours. Son médecin traitant met en place une supplémentation nutritionnelle avec 250 ml par 24 heures pour une durée de 3 mois. Je la vois personnellement, en fait, à l'occasion de sa consultation de suivi. En septembre 2020, elle confirme que l'évolution est restée favorable après sa cure d'antibiotiques. Elle n'a pas d'intolérance à l'effort. Elle ne recourt plus fréquemment au salbutamol. Son auscultation est celle que nous avons d'habitude, c'est-à-dire des rhonchus, des râles sous-crépitants, et elle présente également des couinements inspiratoires bilatéraux qui sont plutôt habituels. Son état général est restauré, elle est en reprise pondérale, elle est apyrétique, et son exploration fonctionnelle respiratoire montre un trouble ventilatoire obstructif sévère qui n'est pas vraiment significativement dégradé par rapport au dernier test, mais qui l'est quand même par rapport à ce que l'on peut constater 2 ans auparavant. Alors on décide à ce moment-là de renforcer sa kinésithérapie par un support instrumental à domicile via Simeox. On la revoit en présentiel 2 semaines après l'initiation de Simeox. Et là encore, on va s'apercevoir d'un bénéfice rapide, puisque le ressenti de la patiente est celui d'une prise en main d'abord vis-à-vis de l'appareillage relativement facile en 2-3 séances. Et surtout, concernant sa pathologie, la perception d'un encombrement bronchique moindre, avec notamment une réduction du volume de sa bronchorée, une plus grande facilité à expectorer et du coup une diminution de la pénibilité de la toux. Objectivement, cliniquement, je n'ai plus de couinement inspiratoire, donc là encore, je suis plutôt agréablement surpris car c'était une auscultation chronique et j'ai une nette atténuation des rhonchus et des râles sous-crépitants. Sur le plan fonctionnel respiratoire, qui est surtout la raison pour laquelle je souhaitais vous montrer ce dossier, on s'aperçoit que là encore, il va y avoir un bénéfice fonctionnel. Alors, ce bénéfice fonctionnel, si vous regardez le graphique, la petite flèche jaune verticale correspond au moment où l'on met en place la technique Simeox à domicile. Et on va s'apercevoir donc qu'en quelques jours, on a, pour un volume pulmonaire total qui est similaire, montré par la courbe verte au milieu, qui représente la capacité pulmonaire totale, eh bien, on s'aperçoit qu'en haut, le volume résiduel et le rapport entre ce volume résiduel et le volume pulmonaire total diminuent l'un et l'autre, ce qui signifie donc qu'il y a eu vraisemblablement désencombrement distal avec levée du piégeage aérien distal, ce qui s'accompagne
sur le plan spirométrique, au niveau des 3 courbes les plus bas, d'une amélioration de la capacité vitale qui est quand même de 23%, 23-24%, et d'une amélioration de ces débits bronchiques avec un VMS qui gagne 200 millilitres, soit presque 17% d'amélioration la concernant. Et le trouble obstructif est redevenu modéré. Donc, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces 2 exemples très simples? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont peut-être des exemples similaires. D'abord, c'est qu'il y a faisabilité d'une aide à l'autodrainage bronchique par support instrumental Simeox à domicile avec visio-coaching chez l'adulte affecté d'une dilatation des bronches, en l'occurrence ici d'origine non mucoviscidosique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, puisque grâce à la télémédecine, là, en direct, on peut venir traiter nos patients de manière efficace, sans forcément leur imposer des déplacements, ce qui est tout à fait utile dans la situation que nous connaissons tous aujourd'hui sur le plan sanitaire. Alors, l'utilisation du Simeox permet manifestement une optimisation du drainage bronchique à court terme, car vous avez vu, les patients en tirent un bénéfice dès les 2 premières semaines de traitement, dans les 2 cas, et chez des patients qui jusque-là présentaient manifestement une recrudescence chronique de leur syndrome bronchique. On a une correction symptomatique qui est ressentie rapidement par les 2 patients en faveur d'un effet direct du principe physique appliqué, vu la rapidité avec laquelle ça se produit en référence à la longueur de temps qui s'est écoulé entre le début de la majoration des symptômes et la mise en place du traitement. Et on a, notamment pour le dernier patient, puisque le premier patient n'avait pas de perturbation fonctionnelle respiratoire, on obtient un gain fonctionnel ventilatoire significatif en améliorant la rhéologie bronchique, en diminuant l'obstruction bronchique quand elle existe, grâce au désencombrement, en permettant notamment la correction du piégeage aérien distal lié à l'encombrement. Alors, ces observations, à mon sens, doivent être très encourageantes pour permettre d'évaluer, notamment à plus grande échelle, l'apport du drainage bronchique chez les patients affectés de dilatation des bronches en dehors de la mucoviscidose, aussi bien en phase chronique, qu'en phase aiguë, mais en phase chronique en particulier, à la fois à court et à long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bail. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, effectivement, ici, c'est de voir l'impact que le Simeox a pu avoir chez ces 2 patients souffrant de bronchiectasie. Et aussi, ce qui était aussi intéressant pour nous chez PhysioAssist, c'est de voir, comme vous disiez, la faisabilité d'une mise en place à distance d'un désencombrement bronchique instrumental. Parce que, voilà, par les temps qui courent, effectivement, ces patients-là... voilà, le fait de sortir peut être problématique et peut empêcher certains de ces patients voilà, de pouvoir se drainer ou de pouvoir aller voir le kinésithérapeute. Et donc, c'est une solution qui s'est avérée concluante. Alors, on est toujours en train de tester cette mise en place à distance. On en discutait avant de démarrer. Chez certains patients, c'est plus difficile que pour d'autres, mais sur tous les patients auxquels on a pu apporter une prise en charge à distance, donc avec le soutien bien sûr de kinésithérapeutes, là, dans la majorité des cas, ça s'est révélé positif, avec une prise en main assez rapide et des effets ressentis assez rapidement, comme vous l'avez souligné dans ces 2 cas. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Bail sur les cas présentés ou des questions peut-être plus générales sur voilà, la prise en charge du désencombrement chez ces patients-là? Alors, il y a une question, c'est donc sous quelle forme les machines ont pu être mises à disposition chez les patients. Alors, dans le cas des patients qui ont été, des cas patients qui ont été exposés par le docteur Bail, donc on met en place des essais, donc d'1 mois à peu près, 3 semaines, 1 mois,
donc, on envoie la machine au domicile du patient et on met en place le process de formation au travers de différentes séances. Donc, il y a 4 séances que le patient doit suivre. Et ensuite, il a à peu près 2 ou 3 semaines où il peut utiliser le matériel comme il veut. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces patients, du coup, retrouvent une autonomie aussi dans la gestion de leur drainage. Il y a certains patients qui préfèrent l'utiliser le matin, d'autres le soir. Donc, ça permet aussi d'avoir une autonomie dans la façon de faire son drainage en ayant la machine à domicile. Et au bout de l'essai, là, on fait le bilan et on voit comment on peut faire en sorte que le patient continue d'utiliser le dispositif s'il en a ressenti le bénéfice. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'un emphysème est une contre-indication à la mise en place de l'appareil? Alors, je vais vous donner le point de vue de nous fabricants. Donc, dans la liste des contre-indications qui figurent dans le manuel d'utilisation, l'emphysème n'est pas dans cette liste. Donc, l'emphysème n'est pas une contre-indication à l'utilisation du dispositif. Et Dr Bey, je vous laisse commenter peut-être sur cette question d'un point de vue plus du clinicien, point de vue du clinicien. Alors, effectivement, je ne vois pas pourquoi l'emphysème serait obligatoirement une contre-indication. Cette technique est là surtout pour améliorer la rhéologie, donc on est là surtout pour s'intéresser à l'encombrement. Et il est clair que l'encombrement périphérique chez un patient BPCO emphysémateux est un élément qui peut même être extrêmement intéressant à prendre en considération, même vis-à-vis de son emphysème, tout simplement parce que nous savons tous quelle est la difficulté des emphysémateux à tolérer l'effort, que ceci est très en lien, si on regarde essentiellement l'aspect d'ordre fonctionnel respiratoire avec la distension et notamment l'hyperinflation dynamique de ces gens. Et il est clair que arriver, comme on peut le voir avec le deuxième cas clinique que j'ai présenté, à lever un piégeage aérien distal mesurable par la fonction, ceci peut même être tout à fait bénéfique pour un emphysémateux en espérant diminuer sa distension. Donc l'emphysème, qui est une notion tout à fait anatomique de destruction du parenchyme pulmonaire avec augmentation de la compliance thoraco-pulmonaire, n'est pas pour moi effectivement une contre-indication, au contraire, même, si le patient est sécrétant. Par ailleurs, compte tenu de la technique qui favorise essentiellement des dépressions, donc il n'y a pas de surpression, donc on n'a pas de risque a priori de complications mécaniques de type pneumothorax par le principe même physique utilisé par l'outil. La seule chose qui peut être éventuellement limitante, c'est que ces patients peut-être peuvent avoir des collapsus de petites voies aériennes pour des niveaux de dépression possiblement plus faibles que ce qu'on peut voir avec des patients qui seraient, par exemple, non emphysémateux. D'accord. Qui est l'élément limitant de la technique, puisque théorique, j'entends, puisque vous avez bien compris que la contrainte mécanique de cisaillement qui est imposée au mucus pour le rendre plus fluide et le déplacer grâce au flux, eh bien, elle se fait par des dépressions à grande fréquence qui s'accroît en intensité avec l'expiration. Et donc, c'est vrai que le risque, si la dépression est trop importante, c'est le collapsus des voies aériennes, surtout sur des arbres bronchiques qui peuvent être volontiers dyskinétiques. Voilà. Okay. Donc, il faut faire attention au niveau de dépression. Je crois que c'est important. C'est un avantage du Simeox, du fait que ces dépressions sont intermittentes, donc justement à haute fréquence, mais sur une durée qui est très très courte. Donc c'est un mécanisme justement qui a été développé pour éviter le collapsus des bronches, en particulier des petites bronches. Ça a été vraiment développé dans cet objectif-là pour ne pas justement appliquer une contrainte qui serait trop longue et donc aurait un effet effectivement sur la paroi bronchique. Voilà, donc c'est le développement de la technologie est fait justement pour éviter le collapsus dans les bronches. Tout à fait.
Alors, il y a une autre question sur les modalités de réglage du Simeox. Donc, l'intérêt aussi de l'appareil, c'est qu'il y a pas de réglage. Il y a un réglage vraiment, en tout et pour tout, on va dire, qui est la puissance du signal. Mais mis à part ça, il n'y a rien à régler. Il n'y a pas de fréquence à régler parce que justement, ce qu'on a pu démontrer au cours, donc il y a eu pas mal de recherches fondamentales qui a été faite avant de développer le Simeox, qui a montré que pour vraiment impacter de façon significative la viscosité du mucus bronchique, c'est un signal, hein, c'est une contrainte bien spécifique qui a été détaillée et déterminée. Et donc, il n'y a rien à régler en fait. C'est un signal qui fonctionne et qui fonctionne pour liquéfier de façon significative le mucus. Donc voilà, il n'y a pas de réglage, qui facilite grandement la vie de tout le monde, je pense, et qui garantit l'efficacité du dispositif. Alors, il y a une question très, très pertinente. Est-ce que l'utilisation du Simeox est suspendue en cas d'hémoptysie de faible abondance? Donc, je vais donner la réponse de PhysioAssist parce qu'on a développé un protocole en ce sens. Et puis, si Dr Bell, vous avez une opinion là-dessus, je vous laisserai répondre. Alors, effectivement, donc on a pris en compte ce paramètre puisque l'hémoptysie de grande quantité est une contre-indication à l'utilisation du Simeox. Mais cependant, donc ces patients présentent souvent de petits saignements, en particulier qu'on retrouve dans les expectorations. Et le protocole, nous, qu'on a mis en place, c'est que si cette production de sang provenant donc des voies aériennes inférieures est supérieure à on va dire une cuillère à café par jour, il faut absolument donc le patient interrompt le traitement, puisse contacter son médecin et discuter de la stratégie à poursuivre. Si c'est vraiment un saignement qui n'a pas varié dans son importance par rapport à ce que le patient produisait auparavant et qui reste faible, le traitement par Simeox peut être poursuivi. Bien sûr, en cas d'aggravation, le traitement doit être bien sûr suspendu et discuté avec le clinicien. Donc, si Dr Bell, vous avez une opinion là-dessus, n'hésitez pas. Je n'ai rien à rajouter d'autre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, la seule chose que je dirais peut-être en plus, c'est que si les dilatations des bronches, par définition, sont associées à un développement de la microcirculation bronchique et de la circulation bronchique et qui les expose régulièrement éventuellement à des hémoptysies, il faut quand même dire que dans la pratique, ce risque est de moins en moins présent parce que le phénotype des bronchectasies a énormément changé depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les hémoptysies, c'était des complications assez récurrentes des maladies bronchectasiantes, c'est-à-dire ces grosses dilatations des bronches kystiques, avec des suppurations épouvantables, débouchant sur l'insuffisance respiratoire. Ces patients-là, on n'en voit pratiquement plus. Et la particularité des bronchectasies que nous voyons le plus souvent aujourd'hui, car elles restent très nombreuses, en particulier en zone urbaine, pour ceux qui travaillent en zone urbaine, ce sont des bronchectasies qui sont beaucoup plus périphériques, beaucoup plus distales, donc sur des bronches qui sont plus petits calibre, où la problématique des hémoptysies en clinique n'existe pratiquement jamais. Donc ça, c'est plutôt rassurant. En revanche, sur ces bronchectasies-là, eh bien, il est extrêmement facile d'avoir un encombrement bronchique distal, parce que les gens ne sont pas forcément des tousseurs invétérés, ce ne sont pas forcément des gens qui sont trop gênés parfois au stade chronique par 3-4 secousses toutes les 2 ou 3 heures pour ramener 2-3 petites sécrétions de rien du tout. C'est surtout en fait le caractère généralement
persistant de cette symptomatologie-là qui va amener les patients à consulter et à se dire, comme c'est très souvent le cas, en tous les cas dans ma pratique par rapport au recrutement qui est le mien, au bout d'un certain nombre de mois, voire d'années, mais ce n'est pas possible, je n'arrête toujours pas de tousser et les gens font surtout cette démarche. Alors, simplement pour dire que moi, aujourd'hui, je ne sais pas si mes collègues pneumologues partageront mon point de vue, mais la problématique des hémoptysies dans les bronchiectasies est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquente qu'autrefois parce que la maladie, parce que cette pathologie-là a changé de phénotype. Merci. Une autre question, comment associer l'hydratation du mucus au Simeox pour améliorer la clairance mucociliaire? Alors, j'aurais pas de réponse formelle sur la question. On sait que du mucus qui stagne, donc si on rejoint le principe de la thixotropie, plus le mucus va être stagnant, plus il va être visqueux. Moins il va être soumis à des contraintes de cisaillement, plus il va être visqueux. Donc, il est clair que on peut imaginer rentabiliser ou aider le drainage fait par la contrainte de cisaillement que permet Simeox en essayant d'augmenter le volume d'eau du mucus, par exemple en faisant faire une nébulisation juste avant la séance. Mais personnellement, je n'ai pas de résultats d'études dans ce sens à vous présenter qui pouvaient nous montrer que le drainage bronchique a été plus efficace après un aérosol plutôt qu'un autre. Peut-être que ceux qui ont l'expérience de la mucoviscidose peuvent dire quelque chose là-dessus. Alors, on nous pose souvent la question de justement la place du Simeox dans le traitement kinésithérapie respiratoire globale. Et donc, justement, la préparation du mucus est très importante pour pouvoir mieux le mobiliser et mieux aller le chercher. Plus il est hydraté, mieux il est préparé, mieux c'est. Donc, tout ce qui est donc, hydratation, mobilisation ostéo-articulaire, aérosol thérapie, activité sportive. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, comment dirais-je, qui font partie de la prise en charge kinésithérapie respiratoire globale. Et il faut bien sûr le faire. Et après, une fois que tout ça est bien préparé, que le mucus, que le patient a fait tout ce travail-là, il peut encore mieux profiter du Simeox pour pouvoir drainer ce mucus qui aurait été au préalable préparé. Tout à fait d'accord. Ça, c'est la recommandation globale pour toutes les prises en charge de bronchiectasie. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, le deuxième cas que j'ai présenté est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui fait de la nébulisation assez régulièrement, justement, pour favoriser sa rhéologie bronchique. Mais il y a énormément de gens qui sont des tousseurs chroniques productifs et qui n'ont pas des formes invalidantes de dilatation des bronches avec des fonctions normales qui ne sont pas forcément très exacerbateurs et qui généralement sont des gens ce sont des patients qui ont une hydratation correcte au quotidien, en fait, qui n'ont pas on n'est pas forcément sur des volumes de sécrétion importants. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Moi, j'ai appris, moi, avec le Simeox, quelque chose d'important. C'est que sur des symptomatologies chroniques, pas forcément épouvantables, mais qui sont là et qui perturbent, qui rendent la vie un peu plus pénible et qui perturbent psychologiquement ces patients parce que on n'a peut-être pas évoqué effectivement la répercussion psychologique de la toux chronique en termes de relations sur le plan social, etc., ou intrafamilial ou professionnel. Mais c'est des gens qui vivent assez mal ça, d'être des tousseurs et qui ne comprennent pas pourquoi ils le sont alors qu'ils ont une hygiène de vie qui est a priori saine pour beaucoup d'entre eux. Et c'est ça qui est tout à fait particulier, c'est que là, qu'ils aient bu un litre d'eau avant ou qu'ils aient bu juste, on ne sait pas franchement si ça va changer quelque chose. Et
autant s'il y a un asthme, s'il y a une pathologie avec une obstruction bronchique importante et une bronchorée importante, on comprend bien l'importance, par exemple, de la nébulisation préalable. Autant dans la pratique courante de tous les jours, chez les bronchectasiques lambda, on n'est pas dans cette situation, je dirais, de patients potentiellement déshydratés au niveau du mucus, quoi. C'est pas l'impression que ça donne. Et on a l'impression que finalement, simplement le fait d'appliquer, en l'occurrence Simeox là, on a quelque chose qui se passe, et ça a même un avantage très important, et ça c'est la deuxième chose que j'ai appris, c'est la vertu pédagogique d'arriver à faire sortir du mucus à des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de toux productive. Et ça, c'est très fréquent dans la pratique. Des tousseurs chroniques qui vous disent qu'ils ont une toux sèche, alors que leur toux n'est pas sèche et qu'elle est productive. C'est simplement que l'encombrement est tellement distal et la toux, finalement, pas non plus trop fréquente pour leur rendre la vie épouvantable, qu'ils finissent par vous dire bon, moi j'ai une toux, mais voilà, je ne produis rien, je ne crache pas. Voilà. Et quand on utilise des outils qui permettent d'améliorer le drainage bronchique distal, on s'aperçoit qu'on leur fait sortir des choses. Et je viens d'avoir le cas d'une autre patiente qui n'a pas été présentée ici, mais c'est typiquement ça. Elle en avait vraiment marre, si je peux me permettre cette expression, de tousser de manière chronique alors que c'est une jeune femme, qu'elle a une hygiène de vie correcte, qu'elle n'est pas tabagique, qu'elle est plutôt dynamique physiquement. Et bien souvent, sa toux, pour elle, elle n'est pas productive. Et en fait, on leur montre qu'ils sont productifs et qu'en étant productifs, ils ne toussent plus. Et là, ils comprennent la nécessité et de ce que représente la toilette bronchique au quotidien, même sur des bronchectasies pas forcément très développées et très abondantes, dès lors que celles-ci sont sécrétantes. Ouais, extrêmement intéressant. Bon, on arrive au terme là. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, il y a une question qui très pratique. Vous conseillez 1 ou 2 séances par jour ou ça dépend de l'encombrement? Là, je vais être un peu gêné pour répondre. Je pense que c'est à partir du moment où la personne a pris en main la chose, je pense qu'on peut. Le nombre, il n'y a pas un nombre de séances, à mon avis, précis à donner par jour, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout dépend, à mon avis, de l'importance de l'encombrement. Oui. Je ne pense pas. Il faut qu'il y en ait au moins 1 par jour, ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'il faut s'adapter à la problématique de chacun. Alors, c'est vrai que c'est effectivement les recommandations de l'ERS, 1 à 2 séances par jour chez les patients bronchectasie non mucoviscédose. Donc, effectivement, c'est cohérent et c'est adapté effectivement en fonction de la symptomatologie du patient et puis aussi de sa tolérance aussi à la thérapie. Voilà. Alors, il y a une question qui est un peu hors du sujet concernant la transplantation pulmonaire à distance. Effectivement, donc on n'est pas dans le sujet de la bronchectasie. Alors, effectivement, il y a eu, je peux répondre brièvement là-dessus, il y a eu quelques cas qui ont été faits par des équipes de transplanteurs en Pologne en particulier qui ont utilisé le Simeox, qui ont eu de très très bons résultats chez des patients qui étaient en attente de transplantation pulmonaire. Voilà, je réponds brièvement parce que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui. Quid du rapport coût-bénéfice sur la prise en charge de ces patients? Alors, finalement, peu symptomatiques. Alors, est-ce qu'ils sont réellement peu symptomatiques? Je ne sais pas si c'est vraiment ce que vous aviez dit, docteur Bell. Quand je dis peu symptomatiques, ce que j'entends par là, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de bronchorée abondante, qui n'ont pas forcément de retentissement fonctionnel mécanique ventilatoire. Et ça, c'est vraiment légion parmi les bronchectasiques. Ce sont, à mon avis, les plus nombreux. On a des gens qui ne secrètent en apparence que lors des exacerbations et qu'une fois que l'exacerbation a été jugulée, ne toussent pratiquement plus, voire plus pour certains. Donc on a effectivement beaucoup de patients qui sont
pour lesquels il n'est pas forcément utile de mettre en charge, de mettre en œuvre forcément des procédures logistiquement un peu plus lourdes que la simple consultation. Mais il y a énormément de patients qui sont des tousseurs chroniques intermittents et qui ne sont sans avoir des bronchorrhées abondantes. Et c'est très intéressant, à mon avis, de tester ce type d'outil chez ces patients pour voir si, dans le déterminisme de leur toux, c'est la sécrétion qui intervient ou si c'est la pathologie de fond qui en est responsable. La seule bronchectasie, l'asthme associé, le poumon aspergillaire associé, etc. Enfin, j'en passe des meilleurs. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous avez quelqu'un qui se plaint alors que sa qualité de vie, on pourrait la juger pas si mauvaise que ça, et qui se plaint d'un syndrome bronchique avec une toux plus ou moins productive, mais pas non plus épouvantablement, mais qui en a marre de tousser depuis 2 ou 3 ans toujours, et que vous lui faites une séance avec un outil qui lui montre qu'en l'espace de 15 jours, il peut ne plus tousser, et que finalement, c'est en lui ayant permis de vider le peu qu'il avait, mais de manière extrêmement distale, ce qu'il n'arrivait pas à ramener. Ben, je peux vous dire, moi, on vient d'avoir une patiente là, elle a été, mais sans faire comment dirais-je, sans démagogie, elle a été vraiment impressionnée de voir qu'elle était capable de ne plus tousser en très peu de temps. Et de manière durable, puisque je l'ai revue en consultation récemment, les séances sont terminées depuis déjà plusieurs semaines, et c'est toujours le même résultat. Donc il est possible que ça fasse partie des outils pour comprendre aussi le mécanisme physiopathologique de la toux de quelqu'un. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un commentaire très intéressant qui va nous permettre de clore ce webinaire. Ben merci à tous d'avoir participé, et merci de nouveau au Dr Bayle pour d'avoir partagé votre expérience Merci à vous. et vos ressentis sur l'utilisation du Simox dans la prise en charge de vos patients. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra y répondre bien sûr. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir, merci.